Donc, je le redis, on va démarrer. Certains vont peut-être nous prendre en cours de route. Merci de nous rejoindre. Merci à Stéphane et Bénédicte qui vont intervenir sur ce webinaire. Ce webinaire de l'association Les Rebondisseurs Français est enregistré. Vous avez eu le petit message avant de démarrer, puisqu'on le rendra disponible sur la page podcast de l'association réservée aux adhérents, comme tous les webinaires. Donc, on a des adhérents qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas se connecter, qu'ils auraient vraiment aimé pouvoir échanger avec Bénédicte et Stéphane, mais c'était pas possible. Par contre, ils insistaient pour qu'on enregistre vraiment le replay comme tous les autres. Donc oui, c'est confirmé. Pour ceux qui nous ont rejoints, bienvenue. Donc je suis Olivier Kerr, je suis coordinateur pour l'association Les Rebondisseurs Français. Anne Baron, qui est la directrice générale, est également connectée. On est ravi de proposer ce webinaire comme on le fait une fois par mois. En particulier celui-ci qui est en partenariat avec Harmonie Mutuelle, qui est l'un des partenaires privilégiés de l'association. Donc merci pour ce soutien. On est ravi de pouvoir proposer ce webinaire. Et donc, ce webinaire va durer 45 minutes à 1 heure maximum. Vous pouvez interagir tout au long du webinaire, soit par le biais du chat, et je ferai remonter vos questions à Bénédicte et Stéphane, soit éventuellement en fin de session, vous pourrez poser des questions directement. Quand on a préparé ce webinaire avec Stéphane et Bénédicte, l'idée c'était que ce soit le plus interactif possible, en tout cas qu'il puisse y avoir le plus de place possible au partage, même si pour déclencher le partage, je vais poser quelques questions à Bénédicte et Stéphane. Et ce que je vous propose, Bénédicte, Stéphane, c'est pour commencer que vous puissiez vous présenter. Alors, je dis Bénédicte et Stéphane ou Stéphane et Bénédicte dans l'ordre qui vous fait plaisir. Stéphane, je te laisse démarrer. Oh bah non, à toi l'honneur, Bénédicte, je vous voudrais. Ok. Alors, du coup, Bénédicte Pallis, DRH de Ringover, est effectivement rebondisseuse depuis bientôt 2 ans. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans différents types de structures, que ce soit dans l'industrie et aujourd'hui dans la tech, dans une scale-up en hypercroissance. Merci, Bénédicte. Et donc, Stéphane? Donc, pour ma part, je suis responsable d'animation commerciale du réseau entrepreneur chez Harmonie Mutuelle pour la région PACA. Et ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille avec les TPE et les PME sur tout l'aspect protection sociale. Et avant ça, j'étais moi-même entrepreneur d'une PME. Ok. Eh bien, merci à tous les deux de partager votre expérience. La première question que j'ai envie de poser, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on parle de ces sujets de plus en plus? Pourquoi ce sujet aujourd'hui? En quoi est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle? Et plus spécifiquement pour vous, Stéphane, en préparant, vous me disiez, le marché évolue, ok? Mais ça veut dire quoi concrètement qu'il évolue ce marché? Ça veut dire quoi pour l'entrepreneur, l'entreprise et le marché de l'emploi? Pour l'entrepreneur, l'entreprise et le marché de l'emploi, en fait, il est face à une nouvelle situation que je qualifierais presque de mathématique, puisque après avoir connu des décennies de chômage de masse, on doit faire face aujourd'hui à une situation nouvelle dont on peut se réjouir au demeurant, mais qui est donc une situation de quasi plein emploi, puisque on est aux alentours de 6% de chômage, et 6% de chômage, ça correspond à peu près au plein emploi. Si en plus on croise ce chiffre avec plutôt une bonne santé des entreprises, des PME, et donc un marché qui est en demande de main-d'œuvre, qui est en demande de connaissances et de possibilités, les marchés se croisent mathématiquement. La réserve d'employabilité aujourd'hui qui est à disposition des entrepreneurs et des employeurs, elle est mathématiquement et en termes de volume de plus en plus faible. Elle est d'autant plus faible que dans les 7% de chômage, on va se rendre compte qu'il est réparti de façon très inégale et qu'il est notamment surreprésenté très largement chez les jeunes qui, bien souvent, n'ont pas les qualifications, l'expérience et les connaissances que réclament les employeurs aujourd'hui et ceux qui recherchent des collaborateurs.
Donc, la première donnée, je dirais, elle est numéraire, c'est-à-dire, il y a de moins en moins de personnes qui sont employables et tout ce qui est rare est précieux et Oui, cher. je crois que ce que vous avez utilisé comme terme pendant la préparation, vous parliez d'inversion des rapports de force. C'est ça. On est passé d'un marché d'offres, c'est-à-dire où c'est celui qui faisait l'offre qui avait la main, parce que je dirais il y a une dizaine d'années, vous mettiez une annonce sur le marché, vous n'aviez plus qu'à trier les CV pour savoir qui vous alliez embaucher. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un peu d'expérience, un background et quelques connaissances techniques, il va se retrouver dans la situation inversée, c'est-à-dire que c'est lui qui va avoir une dizaine d'offres potentielles et qui va faire son marché. Donc en effet, on a un renversement du rapport de force, du rapport du marché plutôt que du rapport de force. Et alors, justement, là, on parlait un peu de la vision entreprise. Bénédicte, Oui. vous qui êtes DRH, quelle vision vous avez aujourd'hui des candidats? Est-ce que les candidats d'aujourd'hui, c'est les mêmes qu'hier et est-ce qu'ils sont dans la même démarche? Alors en fait, les candidats, ils évoluent en permanence. C'était pas les mêmes il y a 20 ans, c'était pas les mêmes il y a 10 ans, et aujourd'hui, c'est encore moins les mêmes. Et on a aussi un sujet, c'est le Covid, qui a quand même fait ressortir des attentes différentes de la part des candidats et de la part des personnes qui sont en recherche d'une nouvelle expérience professionnelle. Et on se retrouve dans une situation où finalement, les attentes des entreprises et les attentes des candidats sont pas forcément les mêmes et sont pas forcément sur les mêmes leviers. Et donc, il y a une vraie difficulté de la part des candidats de comprendre en fait comment ils peuvent s'inscrire dans certaines entreprises, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir vraiment un rapport et un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. C'est de pouvoir avoir aussi une vision qui soit beaucoup plus cohérente sur quel est le sens qu'ils vont donner dans leur travail. On parle beaucoup du principe des entreprises à impact, on parle de plein de choses, mais c'est important en fait pour les candidats aujourd'hui de sentir qu'ils vont être utiles et qu'ils vont pas simplement avoir un travail et avoir une source de rémunération, mais qu'ils vont avoir une utilité. Et donc ça perturbe en fait la vision des entreprises. Et souvent on parlait effectivement des rapports de force, mais c'est vrai que souvent les entretiens se transforment plutôt dans un contexte où c'est l'entreprise qui essaye de se vendre à un candidat que le candidat qui essaye de se vendre à l'entreprise. Parce qu'il y a une telle pénurie de candidats que déjà quand on a des candidats qui postulent, on est content. Et donc en fait finalement, les candidats sont dans un contexte où ils ont le choix. Et ça aide pas pour aider les entreprises à avoir les personnes qui vont correspondre à leurs besoins actuels et qui seront pas forcément simplement le candidat par désinvolture parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui corresponde à nos besoins. Donc il y a une vraie situation qui est complexe, que ce soit pour la partie des candidats et la partie des entreprises, parce que finalement, elles ont du mal à se comprendre sur les attentes de chacun et trouver un compromis qui puisse permettre à l'entreprise de pouvoir faire le nécessaire pour remplir la tâche et l'activité dont elle a besoin, et le candidat de se retrouver dans cette entreprise et de s'y sentir bien et avec les valeurs qu'il attend. Merci. Donc, si je résume en une phrase ce que nous a dit Stéphane, si je mets une annonce, ça suffit plus comme avant. Et en même temps, quand j'ai des candidats, c'est pas parce qu'ils ont candidaté qu'ils ont envie de venir chez moi, comme vous disiez Bénédicte, et qu'il y a quand même des sujets. Il y a Alors, beaucoup de no-show aussi, hein. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de candidats qui s'inscrivent à des entretiens, qui confirment et qui viennent jamais. d'accord. Alors, bon, on fait le constat qui est pas très optimiste pour nous tous là, parce qu'on se dit tous qu'on a besoin de main-d'œuvre, qu'on a besoin de croissance. Du coup, j'ai envie de dire, ok, on est d'accord sur le constat, et on fait quoi en fait avec tout ça maintenant? Concrètement, là, quand on est un entrepreneur, ceux qui nous écoutent, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Bénédicte, avec là, vous parliez justement de l'inversion des rôles, du jugement des salariés. Comment on fait quand on est entrepreneur avec ça? En fait, il faut comprendre qu'est-ce qui fait un candidat ne deviendra pas un collaborateur. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, dans la plupart des entretiens qu'on va passer, on va avoir un no-go des candidats. Parce que généralement, c'est plutôt un no-go des candidats qu'un no-go
de l'entreprise. Et donc, il faut se mettre à la place du candidat, en fait. C'est comme si vous étiez face à un client. Qu'est-ce qui va faire que votre client va vous choisir? Quelle est votre valeur ajoutée? Et en fait, le jugement des salariés, c'est intéressant parce que finalement, vous avez des gens qui ont accepté de rentrer dans votre entreprise et du coup, ils ont une vision de l'entreprise de l'intérieur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir la capacité à pouvoir aller chercher les informations auprès des salariés, de ceux qui sont rentrés et qui ont choisi de venir. Qu'est-ce qu'ils y ont trouvé? Qu'est-ce qui leur a plu? Qu'est-ce qui leur plaît pas? Qu'est-ce qui leur a été vendu et qui est en fait pour eux, entre guillemets, une fausse promesse? Et du coup, ça permet déjà de travailler sur comment on voit les choses et comment les salariés qui sont dans l'entreprise voient, eux, l'environnement de travail dans lequel ils sont par rapport à celui que nous, on a et notre biais parfois qui est le nôtre en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employeur où on voit son entreprise d'une certaine manière mais qui n'est pas forcément la réalité du quotidien. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple de ce qu'est une fausse promesse ou d'un biais que vous évoquiez à l'instant? Par Alors, exemple, bien sûr que personne dans notre auditoire aura fait. C'est un exemple. Bien sûr, c'est un exemple total. Non, par exemple, on va dire qu'il y a une flexibilité du travail, que les gens peuvent s'organiser en fonction des contraintes qu'ils peuvent avoir, qu'on n'est absolument pas dans un contexte où on va, par exemple, être très attentif à des horaires ou à des absences d'une heure pour aller prendre un rendez-vous chez le médecin ou autre. Et puis au final, on se rend compte que finalement, dans son entreprise, quand il s'agit de prendre une heure pour s'organiser, pour aller à un rendez-vous, c'est compliqué. Et finalement, il faut prendre sa demi-journée. Et ça, c'est des choses qui sont super importantes aujourd'hui pour les salariés. Ils ont besoin de savoir que leur entreprise est à l'écoute, qu'elle comprend leurs problématiques et qu'elle est capable d'entendre que parfois, il faut savoir faire des compromis. Et c'est ce qui peut être vendu dans des entretiens et qui n'est pas forcément le cas dans la réalité. Alors, j'ai une réaction de Pascal Oui. qui nous dit demander aux salariés actuels peut être délicat. Certains n'oseront peut-être pas dire clairement les choses. Comment faire? Alors, il y a la technique des surveys, enfin des enquêtes, pardon, où là, vous avez des personnes qui peuvent être amenées à répondre de manière anonyme. Donc, il y a un côté où l'anonyme fait qu'on se lâche plus facilement sur ce qu'on a à dire sur l'entreprise. Et vous pouvez avoir 5-6 questions qui vous permettent d'avoir un ressenti des collaborateurs et d'avoir des pistes de progression aussi. Et ça, c'est souvent ce qui est utilisé pour éviter d'avoir à faire en sorte d'interroger effectivement les collaborateurs qui parfois vous diront pas forcément ce qu'ils ont envie de dire vraiment, mais plutôt ce que vous avez envie d'entendre. Et il y a des moyens de travailler là-dessus. Et Stéphane a aussi une idée, je pense, pour travailler cette partie-là. Donc, je lui laisse la parole. Ouais. Après, sur l'interrogation des salariés, oui, peut-être que certains ne répondront pas de façon totalement transparente et honnête. Après, est-ce que c'est grave? Est-ce que même si certains ne répondent pas de façon totalement claire et honnête, on peut pas, à travers cette interrogation, avoir quand même un certain nombre d'informations sur le climat social? Il faut essayer. Il n'y a pas je pense pas qu'il y ait de méthode absolument parfaite et complètement infaillible où on recueille absolument un avis tout à fait clair et tranché. Mais ne serait-ce que déjà le fait d'aller vers ses salariés et de les questionner, on est déjà dans une première démarche de ce dont on va parler tout à l'heure, donc la marque employeur et l'attractivité de l'employeur. Ne serait-ce que faire cette démarche, déjà, on va être dans un premier cercle vertueux. Même si oui, ça ne sera pas idéal et on n'aura pas toutes les réponses à toutes nos questions. Stéphane, vous parliez justement de marque employeur à l'instant. Ouais. Marque employeur, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler et encore plus ces derniers temps. Finalement, c'est quoi? C'est juste du marketing et c'est un peu comment on va vendre un truc aux salariés pour les faire venir chez nous, en fait, la marque employeur. On est tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous avez un produit à vendre, vous faites du marketing. Vous avez un produit à vendre, vous allez le marketer. Vous allez lui donner un prix, vous allez trouver son marché, vous allez communiquer autour de ce produit d'une façon ou d'une autre. Le renversement dont on vient de parler, qu'il soit en termes d'attente ou en termes plus numériques, font qu'on a besoin
aujourd'hui tout simplement besoin, c'est une donnée stratégique, de se marketer en tant qu'employeur. Alors, c'est pas l'apanage des grandes sociétés, ça demande pas l'intervention de gourous du marketing ou de je ne sais quel conseiller qui facture des milliards. Non, c'est quelque chose qu'on peut faire et je dirais même c'est quelque chose aujourd'hui dont on doit avoir conscience et ça devient pour un certain nombre de PME où la pénurie de main-d'œuvre et la pénurie de capacité peut être dangereuse pour leur survie, ça devient même un enjeu vital parfois. Donc, il faut se poser la question. Donc, oui, c'est du marketing, bien sûr, mais c'est aussi la vie réelle de son entreprise, au même titre que le marketing d'un produit. Merci Stéphane. On a une question de Pascal Proust qui veut revenir sur les enquêtes, qui nous dit ces enquêtes salariées, elles sont anonymes, point d'interrogation? Oui, elles sont anonymes à partir du moment où vous donnez la consigne qu'elles soient anonymes. C'est-à-dire que quand vous les lancez, vous n'allez pas récupérer les données des collaborateurs. Après, généralement, vous connaissez vos collaborateurs et il y en a certains, vous allez les reconnaître, entre guillemets, dans le sens où vous avez des personnes qui ont une manière de parler, une manière de s'exprimer, vous allez savoir qui c'est. Mais sur le fait de les rendre anonymes, bien entendu, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il y a des outils très simples qui coûtent rien du tout et qui vous permettent de faire des enquêtes anonymes et d'avoir des retours des collaborateurs. Merci. Justement, Bénédicte, et puis Stéphane, vous pourrez réagir après parce qu'on en a parlé. Vous nous avez expliqué que le marché s'était inversé, qu'il était difficile de trouver de la main-d'œuvre, que les compétences clés, on les trouvait pas toujours ou qu'elles n'étaient pas toujours disponibles sur le marché comme on en avait besoin. Et du coup, comment on fait quand on cherche un mouton à 5 pattes ou une licorne, Bénédicte? En fait, ça, c'est le point clé. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, j'avais toujours des managers qui cherchaient, on dit le mouton à 5 pattes, moi je dis le canard à 6 pattes, et il y en a qui disent la licorne. En fait, au final, ce qu'il faut se dire, c'est ce que je dis à mes collaborateurs et ce que je dis aux managers, c'est qu'est-ce que vous attendez clairement de ce poste? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, ce poste-là doit être rempli? Quelles sont les compétences clés ou sur lesquelles vous pouvez pas passer? Et on se rend compte que le fait est que oui, le marché est difficile, mais il y a aussi le fait que l'employeur n'a pas conscience que parfois ses attentes et ses exigences vis-à-vis d'un collaborateur qui rentre dans une entreprise sont un peu démesurées par rapport à la façon dont ça va se passer en interne. Et que du coup, de chercher quelqu'un qui a déjà toutes les compétences, qui a déjà toute l'expérience demandée et qui est en plus à un salaire qui n'est pas forcément celui du marché, va être simple à trouver. Mais finalement, non, c'est pas le cas. Et donc, dans le contexte de la recherche du collaborateur idéal, on a tendance à se perdre et à vouloir 25 000 critères différents dans le cas des collaborateurs qui vont être validés. Et moi, ce que je dis en fait à mes équipes, c'est toujours quelles sont les compétences clés? Quelles sont les 3 compétences clés sur lesquelles vous ne passez pas? Quel est le candidat qui ne pourra pas passer s'il n'a pas ces compétences? Et les compétences clés, c'est quelque chose qui vous permet de réfléchir en fait à votre poste actuel. Est-ce que le poste est vraiment dimensionné par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ça que vous attendez? Et en fait, le fait de se remettre en question et de regarder finalement le poste et de se redire, ah tiens, finalement, peut-être que dans le contexte, on peut réorganiser certaines tâches, certaines activités. Il y a ça qui est peut-être pas forcément utile et qui va peut-être être dispatché autrement. Ça fait qu'on peut trouver d'autres idées, on peut créer des postes différents et on peut arriver à trouver des compromis avec des candidats qui sont sur le papier pas forcément le candidat idéal sur la première expérience qu'on s'était donnée de ce recrutement-là, mais qui évolue et qui est plutôt une personne intéressante par rapport à la façon dont on voit le poste après cette réflexion-là. Et au final, c'est toujours une question d'opportunité pour moi, finalement. Oui, c'est une situation qui est pas simple. Oui, l'entreprise doit travailler sa marque employeur, mais elle doit aussi travailler ses besoins. Quels sont les besoins fondamentaux qui sont nécessaires pour bien faire fonctionner son entreprise? Et ça, c'est des choses que on a eu tendance à oublier parce que voilà, on cherchait un poste et on faisait une annonce avec souvent une copie conforme de la personne qui était avant. J'ai tendance à dire que, en fait, on fait la fiche de poste de Gilbert et on cherche un Gilbert, sauf que le Gilbert en question, il est parti à la retraite et qu'on retrouvera pas un Gilbert. Et donc ça demande aussi de la remise en question dans l'entreprise.
La remise en question, et puis euh, l'idée, c'est d'être capable de faire ce qu'on appelle en matière d'approche commerciale le pas de côté. C'est-à-dire de dire à un moment, je cherche depuis 2 ans une personne avec un profil bien précis, je ne le trouve pas. Est-ce que je continue à m'entêter à chercher la même personne pendant encore 2 ans, ou est-ce que je suis capable de faire autrement, d'imaginer autre chose? La force d'une PME et d'une TPE, ça doit être son agilité. Ça doit être la capacité à s'adapter à son environnement. C'est ce qui va faire sa différence et sa puissance par rapport à des grosses structures. Donc là aussi, il faut faire preuve d'adaptabilité. Et si on ne trouve pas un profil pendant X années, se dire, peut-être que je vais chercher un autre profil en me posant en effet les questions qu'a évoqué Bénédicte, c'est-à-dire ce sur quoi je ne peux pas renier, et puis derrière, de mettre en place des actions de formation pour atteindre, peut-être un petit peu à terme, le niveau de compétence que j'attends et les ressources que j'attends. Mais il faut faire preuve d'agilité, il faut surtout, aujourd'hui, pas rester campé sur des positions qui peuvent être totalement inadéquates par rapport, encore une fois, à l'environnement qui nous entoure. On parle de recrutement, là, à l'instant, de comment on va chercher des candidats. Finalement, le meilleur des candidats, c'est celui qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. Je fais comment pour garder mes candidats aujourd'hui? J'allais dire, il n'y a qu'à augmenter les salaires et tout va bien, ou qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je m'adresse à vous, Stéphane, plutôt là. Alors, on va pas, on n'est pas au pays des bisounours. Le salaire, ça compte. Une fois qu'on a posé ça, c'est absolument pas, et peut-être encore de moins en moins, le seul levier. Il y a un nombre de leviers plus importants qu'on ne croit qui peuvent permettre de fidéliser les salariés. Je ne vais pas commencer par prêcher par ma paroisse, mais notamment le fait de connaître, d'afficher et de faire adhérer à ses valeurs. Le fait de raconter à ses salariés une histoire commune, de les embarquer dans une aventure commune. Alors, ça peut paraître gentil, mais c'est un vrai effort de management à faire, parce que ça veut dire qu'il faut non pas juste dire, tiens, tu fais ça, et puis je reviens tout à l'heure voir si c'est fait, mais il va falloir expliquer comment, pourquoi, quel est l'avantage pour l'entreprise et quelle est la vision à long terme. Je pense que déjà, rien que ça, développer un sentiment d'appartenance dès le départ et au quotidien, d'implication et d'appartenance au quotidien, ça favorise la fidélisation. Après, il y a également des outils qui peuvent permettre, donc là, je remets ma casquette plus harmonie mutuelle, mais nous, on met en avant l'utilisation d'outils de protection sociale comme des outils de fidélisation. Et ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas tout seul. C'est pas juste dire, tiens, je vais mettre une meilleure mutuelle à quelqu'un ou je vais mettre un plan épargne retraite en place. Ça suffira pas. C'est une démarche globale. Là, quand on parle de marque entreprise en interne, de marque employeur en interne, c'est une démarche qui doit être globale et qui doit être de tous les jours. Donc, ça va aussi bien de la façon de manager, des outils qu'on peut mettre en place en termes de protection sociale, le salaire en fait également partie, et puis de l'histoire qu'on va raconter à la fois en interne et en externe. Et là, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, c'est la cohérence entre les valeurs qu'on va mettre en avant, ce qu'on va vendre à nos salariés ou à nos candidats, et ce qu'on va être. Il ne faut pas, en effet, là, qu'il y ait de fausses promesses. Et il faut que les messages qu'on veut faire passer, ils soient clairs. Et pour ça, ce qui est important, c'est qu'il faut les connaître. Il y a un sujet sur la partie recrutement, c'est la question du salaire, effectivement, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de l'offre, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc, du coup, il y a un vrai sujet d'inflation des salaires dans certains secteurs. Il y a aussi le fait que
les collaborateurs ont besoin de se projeter dans le sens où ils vont avoir un vrai impact dans l'entreprise. Et en fait, au final, la question de sens, donner du sens dans ce qu'on fait, dans la façon dont on communique au quotidien dans l'entreprise, c'est donner l'opportunité aux collaborateurs de se sentir concernés par ce qu'il est en train de faire et son travail au quotidien. On parle beaucoup des sujets de recrutement avec le fait que déjà trouver un candidat, c'est compliqué, mais c'est aussi le fait de donner l'opportunité à un candidat de s'inscrire dans la durée. Et pour ça, effectivement, il y a des outils dont parlait Stéphane. Et il y a aussi le fait de leur donner l'opportunité d'être partie prenante dans les résultats de l'entreprise. Et il y a une vraie vision actuelle des collaborateurs et des candidats qui est de dire, voilà, moi, je veux bien m'investir dans l'entreprise et donner des choses et faire en sorte d'être un vrai maillon de la chaîne. Mais par contre, j'ai besoin derrière d'avoir une reconnaissance qui soit là et une reconnaissance qui soit au niveau du salaire, mais aussi au niveau de la participation dans l'entreprise. Donc, il y a un sujet qui est sous-jacent à tout ça, c'est que aujourd'hui, ils veulent en fait que le fruit de leur travail soit partagé. Ça, c'est très important pour eux. Et ça crée aussi des disparités dans la partie recrutement et notamment pour les TPE et les PME, puisque PME, c'est 80% d'entreprises familiales. Et souvent, il n'y a pas forcément cette notion de partage qui est vraiment implémentée en dehors de quelques notions de participation qui sont du légal. Mais il y a vraiment une volonté parfois d'avoir une vraie implication dans le devenir de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler au sein des entreprises pour donner l'opportunité d'avoir des candidats qui restent, qui s'investissent et qui en plus soient partisans du succès et pas simplement de faire leur travail. Merci. Justement, vous parliez des entreprises familiales et puis on a parlé tout à l'heure de choses qui pouvaient être faites dans des groupes plus grands. Bon, quand on est une petite entreprise, plus petite entreprise en tout cas, c'est sympa la marque employeur, mais je fais quoi? Je fais comment? J'ai pas de budget, parce qu'on entend et les questions et les commentaires qu'on a reçus en préparant ça, en disant bon, la marque employeur, c'est finalement que pour les grands, quoi. Alors en fait, oui, au départ, on se dit bon, du marketing déjà ça coûte cher, c'est pas simple. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait du market. Je produis des pièces ou alors je vends un certain produit ou j'ai un savoir-faire, mais je suis pas du tout quelqu'un qui sait me vendre auprès de collaborateurs. En fait, finalement, c'est la même chose. C'est que vous êtes normalement, en tant qu'entrepreneur, le premier commercial de votre entreprise. Là, vous vendez pas aux clients, vous vendez aux candidats et vous vendez aux collaborateurs. Donc, finalement, c'est apprendre à vous découvrir davantage, comprendre votre entreprise d'une autre manière, en vous mettant à la place de vos salariés et pas seulement à votre place en tant qu'entrepreneur. Et ça vous donne l'opportunité d'avoir un deuxième avis, d'avoir une nouvelle vision de comment est votre entreprise au final, comment on l'aperçoit. Et c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant. Il faut arriver par contre à comprendre que il y a de la remise en question parce qu'on peut découvrir des choses qui sont pas forcément très agréables, qu'on n'imaginait pas être ce qu'on fait ressortir. Il peut y avoir des problèmes aussi internes qui peuvent être soulevés sur du management qui peut être toxique dans certains cas, qui peut conduire à ce que des candidats soient au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc du coup, le fait d'avoir déjà rien que le fait de mettre un peu de visibilité dans son entreprise, de regarder ce qui se passe, de poser des questions, de pouvoir comprendre où on en est, où on veut aller et son projet. Déjà, rien que ça, c'est des choses qui sont très intéressantes en termes de marque employeur, puisque le but, c'est de donner envie aux candidats de venir chez vous. Et donc, si vous connaissez bien votre entreprise et ses forces et ses points d'amélioration, vous serez les meilleures personnes pour en vanter la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, il y a un outil qui est super simple qui s'appelle LinkedIn, où vous pouvez, en tant que personne, écrire des posts, faire des choses, juste rien que de mettre des témoignages de vos collaborateurs sur les réseaux, de mettre une photo d'un sujet particulier ou d'un événement que vous avez fait, même si c'est pas très, on va dire, marketé dans le sens très pro, c'est pas grave. Le but, c'est que vous communiquiez sur votre entreprise et que vous soyez conscient de l'impact que vous pouvez avoir. Plus vous déployez en fait votre réseau en interne et LinkedIn, et plus vous aurez de la visibilité pour de futurs candidats. Donc il y a pas que des choses qui sont chères, il n'y a pas que des choses compliquées. Et puis en plus, il y a des outils qui sont mis en place aussi
Stéphane va en parler, mais il y a des outils qui sont mis en place pour diagnostiquer, quels peuvent être les quick wins, les plans d'action qui peuvent être faits et qui sont rapides. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'une question de vouloir ou pas communiquer là-dessus. Et pour un entrepreneur, c'est aussi une remise en question. Donc, je comprends que ce soit pas simple, mais les collaborateurs et les candidats attendent aussi que l'entreprise se remette en question et soit en lien aussi avec son temps et avec les exigences que les gens ont aujourd'hui en termes d'équilibre entre leur vie pro et leur vie perso, en termes effectivement de sécurité dans l'emploi, mais d'une autre manière, c'est-à-dire préparer sa retraite, ça veut dire avoir les bons dispositifs qui vont leur permettre pour plus tard de pouvoir pallier aux études, au financement des études de leurs enfants, au financement d'une résidence principale ou autre. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ça, c'est pas incompatible avec les petites entreprises. Et je parlez... rajouterais oui, Olivier, pardon. Je voulais juste réagir parce que Bénédicte faisait écho, et Stéphane, je vous redonne la parole tout de suite, mais une question qui était posée dans le chat justement, qui disait que pensez-vous de pouvoir proposer un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, soit travailler une politique sociale bien packagée? Et ça fait partie ça fait partie aujourd'hui de l'offre que vous devez avoir. L'équilibre vie perso, vie pro, elle doit faire partie intégrante de l'offre d'emploi qu'on peut avoir. Les conditions de travail c'est un des critères de choix numéro 1. J'ai mené quelques entretiens d'embauche. On vous demande aujourd'hui très rapidement s'il y a du télétravail, combien de jours, les jours de RTT, etc. Et ça fait partie de cet équilibre vie privée, vie pro. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Et pour rebondir, justement, je me permets d'enchaîner et de rebondir sur ce que dit Bénédicte. La première phase de la construction, ou du moins de la prise de conscience de la marque employeur, elle ne demande aucun financement, aucun savoir particulier, aucune compétence. C'est simplement savoir qui je suis en tant qu'entreprise et en tant qu'employeur. Quelles sont les valeurs de mon entreprise? Quelles sont mes valeurs à moi en tant qu'employeur? Et qu'est-ce que je mets en place? Donc, la première chose, et elle est déjà importante, si déjà on fait ça systématiquement, on se pose vraiment la question, on dit oui, c'est important l'équilibre vie pro, vie perso. Qu'est-ce que moi, dans mon entreprise, je mets en place pour favoriser l'équilibre vie pro, vie perso? Et il y a beaucoup d'entreprises qui font des choses très bien, mais qui simplement le marketent pas, justement, ne vont pas le mettre en avant, ne vont pas en parler. Parce que ils ne seront pas posés la question. Donc, je pense que la première étape de la marque employeur, c'est déjà affiner sa représentation de qui suis-je comme employeur, qu'est-ce que j'ai à offrir. Package de rémunération, plan épargne retraite, prévoyance, conditions de travail, il y a un baby-foot, il n'y a pas de baby-foot. Le baby-foot, c'est une broutille, mais ça fait partie des choses. Ça dénote quelque chose. Dire voilà, chez nous, il y a tant de jours de RTT, il y a un accord d'intéressement avec des choses qui sont décidées en commun avec les salariés. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La deuxième étape sera de se mettre en action, de s'engager et de dire ok, mon objectif, il est d'améliorer ma marque employeur, il est d'améliorer mon attractivité. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Mais la première étape, déjà, elle coûte rien. Et alors, justement, Bénédicte vous a lancé tout à l'heure, Stéphane, quasiment, en disant vous avez quelque chose à proposer pour aider au diagnostic. Je vous laisse en parler. Quels outils existent pour les petites entreprises, justement? Alors, l'outil qui a été mis en place par Harmonie Mutuelle est une première étape, mais partielle. C'est-à-dire que ça ne voit pas tous les piliers de la marque employeur, mais ça permet d'en voir certains, qui permet de diagnostiquer son attractivité. Donc, c'est à travers quelques questions. Je crois que ça prend à peu près 5 à 6 minutes pour le faire. C'est assez rapide. On va se poser des questions sur comment est-ce que je me positionne en termes de rémunération, d'avantages sociaux. Est-ce que je donne du sens? Est-ce que je suis capable de raconter une histoire?
ça va interroger sur un certain nombre de points qui vont. Ça vient de. Je sais pas si vous m'entendez parce que moi ça a complètement. Oui, d'accord. J'ai juste diffusé le support, la page de votre support. Voilà. Donc ça va vous permettre à travers des questions toutes simples d'avoir une première ébauche de OK, sur quoi je dois travailler par rapport à mon objectif, par rapport à la perception que j'en ai. Quelles sont déjà les premières pistes? Et c'est vraiment des choses toutes bêtes. Je vais citer un exemple très récent parce que c'était de ce matin. J'étais en rendez-vous dans une entreprise ce matin, une PME qui travaille dans la sécurité, enfin, peu importe, et qui cherchait un moyen justement d'inclure ses partenaires. Et dans le questionnement, on arrive à mettre en place un intéressement ou une forme d'intéressement. Et la réponse que l'employeur m'a faite, c'est « Ah oui, mais c'est pour les grands. » Alors que l'accord d'intéressement, il peut être mis à partir de 2 salariés. On peut le mettre tout de suite. Donc, il faut se décloisonner un petit peu et se dire au contraire, il y a plein de possibilités. Donc, le questionnaire là qui est gratuit, parce que je crois que j'ai vu passer la question sur la gratuité du diagnostic. Donc, ce questionnaire-là va permettre déjà de se poser des questions. Une fois que vous y avez répondu, vous avez un espèce de un diagnostic qui vous est envoyé et libre à vous après d'échanger soit avec nous ou même en interne, de pouvoir même en interne vous en servir comme support pour aller questionner vos salariés, parce que la vue et la perspective que vous avez et les réponses que vous avez données à ce questionnaire sont peut-être pas les mêmes du point de vue de vos salariés. Donc, ça peut être intéressant de confronter là également. Donc, il y a tout. Vous voyez, là, on fait défiler l'ensemble des points qui sont abordés. Alors, à faire défiler comme ça paraît un peu lourd, mais ça va vraiment très, très vite. Hein. J'ai mis le lien dans le chat pour ceux qui voudraient pouvoir se connecter. J'ai mis le lien vers le questionnaire dans le chat. Je vous encourage vraiment à l'utiliser. Moi, je l'ai fait. C'est très rapide et ça vous amène à vous poser des questions. Je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que ça va vous amener à vous dire, bah tiens, si on reprend l'aspect purement salarial, aujourd'hui, est-ce que je sais comment moi je suis positionné par rapport à mes concurrents sur le marché de l'emploi en termes de salaire? Est-ce que je sais si je paie plus, si je paie moins? Dans la qualité de vie au travail, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais? Ça va vous permettre de valoriser ce que vous faites déjà et d'envisager des nouvelles choses que vous pouvez faire. Alors, on a un commentaire. De mes expériences, je fais référence à 4 valeurs: valeurs d'attrait, valeurs sociales, valeurs économiques et valeurs de développement. Alors, ça veut dire des valeurs qui sont intéressantes. Ce qu'il faut, c'est qu'elles se traduisent en fait dans le quotidien. Ce qui est important, c'est que ces valeurs-là, elles soient vraiment en lien avec ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, on a tous travaillé sur des valeurs. Ça fait partie des sujets de la marque employeur. Mais typiquement, aujourd'hui, est-ce que l'entreprise est vraiment sûre que ces valeurs-là sont bien appliquées correctement dans l'entreprise et font en fait référence à l'entreprise? C'est là où c'est intéressant de se poser la question. L'idée, c'est elles sont louables, ces valeurs. Comment est-ce qu'elles sont déclinées en pratique? Comment est-ce qu'elles sont perçues? Parce que je crois qu'on est assez nombreux à se moquer parfois de grandes, là pour le coup, de grandes entreprises qui badigeonnent leur mur avec des mots et des valeurs absolument louables. Et puis, quand on creuse un peu, on se rend compte que bon, absolument Pascal. Oui, on peut mettre en place et vous allez même bientôt être obligé. Donc, devancer l'appel, c'est bien. C'est à l'entrepreneur d'incarner les valeurs, mais c'est aussi au manager en interne et c'est surtout aussi à tous les salariés en fait. C'est que clairement, ça doit être quelque chose qui doit être diffusé dans toute l'entreprise parce qu'on parle souvent du fait que ça vient de l'entrepreneur, oui, et des managers, mais c'est aussi qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit partagé par l'ensemble des collaborateurs. Et ça, parfois, c'est compliqué et ça fait partie des sujets qui sont clés, c'est-à-dire
de faire adhérer à ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, elles sont choisies par l'entreprise et elles sont choisies par les collaborateurs. Et parfois, le fait rien que de dire, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces 4 valeurs, bah, on a des surprises. Donc, c'est intéressant et ça permet de se repositionner aussi. Donc, c'est-à-dire que les valeurs, elles doivent infuser et non pas venir du haut et tomber dessus. Elles doivent infuser dans l'entreprise de manière très globale. Pas très facile à faire, mais c'est important. Et c'est hyper intéressant. Enfin, à chaque fois que moi j'ai fait cet exercice-là avec les équipes, avec des groupes de travail, il en est sorti des choses super intéressantes sur la façon dont ils voient l'entreprise, dont ils vivent l'entreprise au quotidien. Et parfois, c'est pas du tout ce qu'on avait nous imaginé au niveau de l'équipe dirigeante. Et on se dit, ah oui, effectivement, il y a quand même un gap entre ce que nous on imagine et ce qui se passe en réalité dans l'entreprise. Donc pour moi, de toute façon, l'outil de la marque employeur, c'est une question d'opportunité. C'est soit on l'utilise d'une bonne manière et ça nous permet de nous remettre en question et de redécouvrir son entreprise avec un autre œil et aussi d'avoir une autre expérience. Soit c'est mal fait et c'est du pur marketing bullshit comme on l'a dit au début et ça n'aura pas d'impact parce que si on n'y croit pas, bah, ça marche pas en fait. Et puis finalement, les collaborateurs ou les candidats se chargeront de le dire dans tous les sites où ils peuvent noter les entreprises et dire s'ils trouvent que l'entreprise est intéressante ou pas, bah, ce sera un retour de bâton quasiment immédiat que vous allez avoir. Donc pour moi, c'est une démarche qui est hyper intéressante, mais qui doit être faite vraiment avec l'envie de se remettre en question. Et encore une fois, se tourner vers ses salariés pour avoir la vision de l'entreprise, c'est extrêmement riche. On peut avoir un peu d'appréhension parce que on a peur des choses négatives souvent qui pourraient repartir sur je suis pas assez payé ou on travaille trop, les objectifs sont pas atteignables, etc., etc. Une fois qu'on a passé ça et on le passe assez vite, c'est plein de richesses et plein de pistes pour travailler justement. Bon, alors, vous parliez des avis, oui. Bénédicte. On fait quoi de ces avis-là? Comme aujourd'hui, tout le monde sur Google. Comment on y répond à ces avis, en particulier les négatifs, j'imagine, parce que les positifs ne posent pas trop de difficultés. Alors, les positifs, on est content. Les négatifs, on les moins. Bon, déjà, on les noie, les négatifs. On essaye d'avoir un peu plus de retour. On essaie de faire participer les collaborateurs. Et quand on a un avis négatif qui, pour nous, n'est pas justifié, on a le droit de répondre. On a le droit d'exprimer son avis en tant qu'employeur et d'expliquer la situation aussi. Il faut savoir que ces avis sont anonymes et que ça donne un peu de pouvoir à certaines personnes de dire des choses qu'elles n'auraient pas forcément dites si elles n'avaient pas eu ce côté anonyme. Moi, j'ai quand même écrit à des collaborateurs que je suspectais d'être à l'origine de certains avis en leur disant que c'était de la diffamation et que c'était pas la réalité. Et du coup, le fait d'avoir un courrier de l'entreprise qui accuse en termes de diffamation, quand vous êtes certain qu'on est dans le cadre de quelque chose qui n'est pas la réalité, ça permet souvent à ce que soit l'avis soit retiré, soit il soit un peu plus mesuré. Mais c'est clair que c'est un sujet parce qu'on n'a pas la main, que les plateformes ne nous donnent absolument pas l'opportunité de pouvoir effacer des avis qui pour nous sont totalement injustes et nous plombent totalement notre réputation en tant qu'employeur. Et ça fait partie des sujets qui, pour moi, ne sont pas équitables. Parce qu'aujourd'hui, on ne donne pas la même opportunité à l'employeur de noter les candidats, par exemple. Et donc, ce serait intéressant d'avoir la possibilité de faire les deux. Mais ça fait partie des nouveaux enjeux, ça fait partie de la transparence qui est attendue des entreprises. Donc, moi, je suis d'avis de répondre quand on sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément la réalité de ce qui s'est passé et de donner le contexte pour pouvoir montrer qu'on n'a pas honte de ce qui a été dit, mais qu'on veut simplement remettre les choses dans leur contexte et y remettre un peu plus de rationalité. Alors Fabrice réagit à plusieurs commentaires et il nous disait, je ne sais pas à quel outil il faisait référence, mais il nous dit c'est aussi avec cet outil que la vision de l'entrepreneur prend tout son sens. Je ne sais pas Fabrice si vous nous parliez des avis ou des échanges précédents. On arrive en termes de temps, au temps qu'on s'était donné. Merci Bénédicte et Stéphane pour vos supports. Et du coup, il nous reste du temps pour échanger. Si certains veulent poser des questions, vous pouvez éventuellement activer vos micros si c'est plus simple. Voilà, Fabrice Réagi disait c'était l'outil de la marque employeur. C'est aussi avec l'outil de la marque employeur que la vision de l'entrepreneur prend tout son sens.
Donc, si les uns et les autres, vous voulez réagir ou poser des questions, on a encore un peu de temps ensemble. Vous pouvez soit passer par le chat, soit activer votre micro et poser vos questions directement à Bénédicte ou Stéphane. Bon, moi, je vais en reposer une, du coup. Ça veut dire que tout n'est pas perdu et que le désespoir de notre introduction, finalement, on a plein de choses à faire et qu'on va s'en sortir. Ça veut dire que c'est un marché compétitif et que il va falloir se bagarrer, il va falloir bosser, que c'est un nouveau front pour certains. Mais je pense que, et si les personnes assistent à ce webinaire, c'est qu'il y a déjà une prise de conscience, donc le premier pas est fait. Là où ça risque d'être dur, c'est pour toutes les personnes qui ne pensent même pas à venir assister à ce genre de choses et qui se posent pas la question. Je pense que pour eux, ça risque d'être très compliqué. Ouais, c'est Si souvent on se pose complexe. la question, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que c'est un pas qui est fait par les entrepreneurs. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est un sujet qui est une question d'opportunité. Et du coup, moi, je suis plutôt positive sur le sujet parce que je pense qu'effectivement, le fait d'avoir des difficultés à recruter, le fait d'avoir des difficultés à trouver des gens, ça nous oblige à nous reposer des questions et à revenir peut-être à des basiques et des fondamentaux qu'on avait peut-être oubliés. Et puis, entre nous, travailler sur sa marque employeur et travailler sur le fait d'être une entreprise attractive, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui peut permettre de développer de nouvelles choses et de donner d'autres opportunités à l'entreprise et peut-être des choses qu'on n'a pas soupçonnées. Donc, moi, je pars toujours du principe que retravailler sur soi, se repositionner, se reposer des questions et se remettre en question, c'est toujours quelque chose de très positif et ça apporte toujours des choses qu'on n'imaginait pas. Alors, il y a Pascal qui réagit et qui nous dit je trouve que ça permet aux TPE de sortir du lot sur des points autres que le salaire, où elles peuvent lutter. En plus, elles ont souvent beaucoup plus de valeur et de points forts. Alors, c'est d'autant plus vrai que dans la structure même de la TPE ou la PME, elle est souvent très personnalisée par l'entrepreneur. Il y a souvent à la tête d'une PME, on va caricaturer, mais un leader charismatique. Et c'est important de pouvoir fédérer derrière ce qu'on est. Mais derrière ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire que là encore, ça doit pas être de la poudre aux yeux, mais je pense que quand on crée ou quand on reprend, en tout cas quand on gère une entreprise, on le fait pour des raisons et donner ces raisons-là à ses salariés. Et on revient sur le storytelling de leur dire, voilà pourquoi on fait ça. C'est plus facile sûrement dans une PME que dans une grosse entreprise où on peut avoir l'impression d'être un peu broyé et un numéro parmi tant d'autres. Donc, il faut vraiment aller appuyer sur les avantages de la PME et de la TPE, qui est une plus grande implication et une plus grande participation dans la vie de tous les jours de l'entreprise. Je vais vous partager une réaction de Fabrice et j'ai proposé de réagir parce que je trouve que ça fait sens avec ce que vous êtes en train de dire. Mais Fabrice dit, par les valeurs, nous parlons au final de nos émotions, nous parlons à ceux qui nous rejoindront dans nos aventures entrepreneuriales. C'est ça, c'est le storytelling, tout à fait. C'est-à-dire que on cherche pas juste des salariés ou des employés, on cherche des collaborateurs et on cherche des compagnons. Quand on est dans des PME de 5, 6, allez, même 10 personnes, on sera à des moments toujours obligé de se serrer les coudes, obligé d'être en équipe. Si une entreprise comme celle pour laquelle je travaille de 2 ou 3 000 personnes, c'est un petit peu différent l'implication par rapport à la marque et par rapport et pas tout à fait la même. Donc il faut être capable de vendre et de communiquer ça. Alors il faut le faire à travers la communication et puis à un moment il faut aussi le faire à travers des choses concrètes. Quand on parlait d'intéressement tout à l'heure, c'est pas juste dire je vais vous donner une prime d'intéressement, c'est dire on va se fixer des objectifs ensemble et si on les atteint, tout le monde bénéficiera de ça. Donc on se fixe un objectif commun et derrière il y a une rétribution financière, il y a des accords, etc. Mais l'objectif, il est l'objectif d'une équipe. Donner du sens et embarquer les collaborateurs avec soi. Et ça fait partie des choses fondamentales. Et parfois, on a eu tendance à l'oublier quand on avait un marché du travail où il y avait beaucoup de monde disponible et que du coup, on était plutôt dans une position de force en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employeur.
Et aujourd'hui, ça se rééquilibre et ça nous oblige à nous remettre aussi dans des situations où on repense aussi notre valeur ajoutée vis-à-vis des collaborateurs. On est capable de le faire vis-à-vis de nos clients, pourquoi pas le faire vis-à-vis de nos collaborateurs aussi. Écoutez, merci à tous les deux. Si on a encore un tout petit peu de temps pour une dernière réaction, une dernière question si besoin. Merci, encore merci Bénédicte et Stéphane et Harmonie Mutuelle du temps que vous nous avez consacré. Alors, je ne sais pas, Eric, si vous levez le pouce pour prendre la parole. Si c'est le cas, allez-y, activez votre micro. Hein. Ou si c'est juste pour manifester votre approbation, et c'est avec plaisir. C'est juste de l'approbation. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. Donc, juste un petit mot sur les rebondisseurs en conclusion. L'association et les rebondisseurs que vous connaissez. Je vois une réaction de Pascal. Maintenant, il faut se vendre auprès de ses clients et également de ses salariés futurs ou présents. Oui. C'est tout à fait ça. Et je pourrais rajouter dans un certain nombre de cas auprès de ses banquiers, de ses fournisseurs. Oui, toujours. Ça n'a jamais changé. Donc l'association justement des rebondisseurs promeut le rebond et la réussite. Et la réussite parfois passe par le rebond, des changements, des pivots. Et donc c'est ce qu'on veut. Et on trouvait que cette thématique avait du sens au regard de ce que nous remontent nos entrepreneurs, puisqu'on sait qu'avoir les bonnes équipes, les bonnes compétences au bon endroit est un des éléments cruciaux pour réussir, que ce soit sa croissance ou la continuité de son activité. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le questionnaire d'harmonie mutuelle, on mettra le lien dans l'article sur le site internet, il est déjà dans le chat. Et puis, vous pourrez récupérer l'ensemble des éléments, c'est-à-dire le support et le podcast sur la page des rebondisseurs. Merci à tous pour votre participation. Très heureux que ça vous ait plu. Et encore merci à Bénédicte et Stéphane pour votre temps. Et puis, on vous donne rendez-vous pour nos prochains événements. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Anne qui est connectée diffuse régulièrement. Et puis bienvenue à nos nouveaux adhérents qui nous rejoignaient pour la première fois aujourd'hui, je pense à Pascal notamment. Merci beaucoup. À tous. Merci à tous. Bel après-midi, à très vite. Merci, au revoir. Au revoir.